J'ai beaucoup aimé cette histoire de votre enfance quand on vous a pris pour être du Sénégal. Racontez-moi cette histoire. Oui, alors ça se passait à Paris, après la guerre, vers les années 48 ou 49. J'étais avec mes parents. Et alors, il faut dire, à cette époque, on ne voyait pas beaucoup d'enfants noirs dans les rues de Paris. Alors, j'allais faire une commission et puis une dame m'a rencontrée. Elle m'a dit, mon Dieu, quelle mignonne petite fille noire. Est-ce que tu viens du Sénégal? Alors, évidemment, je n'ai pas répondu. Je ne sais pas ce que c'était que le Sénégal. Mais quand je suis revenue à la maison, j'ai demandé à ma mère. Je lui ai dit, mais voilà, une dame m'a demandé si j'étais du Sénégal. Et elle était très fâchée, furieuse, folle de colère en disant, mais Pourquoi? comment on t'a pris pour une Sénégalaise, ça veut dire on t'a pris pour une Africaine. La prochaine fois que ça t'arrive, explique bien que tu n'es pas une Africaine, Mais que tu es pourquoi une elle a été Antillaise. furieuse? Alors ça, on ne peut pas comprendre cette histoire si on ne connaît pas la façon dont les Antillais ont été élevés pendant très longtemps. Ils étaient convaincus qu'ils étaient noirs peut-être, mais qu'ils n'avaient rien de commun avec les Africains, que les Africains c'était les sauvages, et que eux, les Antillais, c'était les noirs civilisés. Donc il y avait un rapport de mépris et d'agressivité entre Antillais et Africains. Il y a quelque temps de ça. Oui. Eh bien, vous avez écrit, Maris Condé, un roman, celui-ci, Ségu, Les murailles de terre. Il vient de paraître en norvégien et il a eu un succès formidable en France et on l'appelle là-bas un grand saga africain, ignoré des Blancs. C'est quand même un peu drôle ça. Enfin, Pourquoi avez-vous écrit ce roman? c'est-à-dire, c'est pas drôle. Ça signifie simplement que entre le moment où j'étais enfant et où ma mère, mes parents s'imaginaient qu'il n'y a rien de commun entre les Afriques et les Antillais, et maintenant, il s'est passé beaucoup de temps et j'ai eu le temps de découvrir qu'en fait, Antillais et Africains ont la même origine, ce sont finalement le même peuple. Alors, j'ai écrit ce roman-là après un voyage que j'ai fait au Mali. Je suis allée au Mali pour une première fois en 1976 à un colloque. Et je suis tombée amoureuse du Mali parce que je n'avais jamais vu un pays d'Afrique pauvre, d'accord, mais plein de beauté au niveau de l'histoire, au niveau de la culture, au niveau de la fierté que les gens avaient en eux-mêmes. Et puis toutes ces villes, tout le long, je ne sais pas si vous voyez bien le fleuve Niger, les villes tout le long de la boucle, depuis Gao, Tombouctou, Djenné, Mopti, c'était magnifique. Donc, je suis tombée amoureuse du Mali et j'ai commencé à ramasser, collecter de l'information sur le Mali, Mais sur les pourquoi vous Bambara. avez tombé amoureuse de Mali? Parce que j'avais vécu en Afrique pendant 12 ans avant ça, mais je n'avais jamais rien vu comme le Mali. Je répète, le Mali est pauvre. Tout le monde le sait. Le Mali n'a pas de liberté au niveau politique, ça aussi tout le monde le sait, ce sont des militaires au pouvoir. Mais quand même, il y avait dans l'histoire de cette région, dans la culture de cette région, un élément extraordinairement positif, une fierté des gens d'être des Bambara ou des Peuls. Et je n'avais vu ça nulle part. Donc c'est pour ça que ça m'a paru assez extraordinaire et particulier. Mais on m'a dit que vous avez écrit ce roman aussi de furiosité. C'est-à-dire, Pourquoi? c'est-à-dire oui, j'étais donc tombée amoureuse du Mali pour les raisons que j'ai dit. Et puis, je crois que c'était vers les années 81 ou 82, il y a eu un classement fait par, je crois, les Nations Unies, dans lesquels on a compté 31 pays moins avancés du monde. Mhm. 31 pays moins avancés du monde, et le Mali était parmi ces pays les moins avancés. Alors, quand on dit pays moins avancés, on porte un jugement de valeur. Ça ne veut pas simplement dire que le pays est pauvre ou que le pays a des problèmes économiques. Ça veut dire que culturellement, il n'est pas avancé, qu'il n'a rien Mhm. produit dans la civilisation. Donc cette fureur, cette colère de voir un pays que j'adorais, que j'admirais profondément, de le voir classé par des économistes dans une catégorie tout à fait où il n'avait pas de place, je me suis décidée à écrire. Peut-être que je n'aurais pas écrit Ségou s'il n'y avait pas eu ce classement des économistes. Vous sentez que c'était faux, quoi. C'est-à-dire, c'est pas faux, en un sens, si on considère que, si on ne prend en compte que la richesse matérielle d'un pays. Mais je tiens à dire que la richesse matérielle d'un pays n'a rien à voir avec sa richesse culturelle. Un pays peut être économiquement riche, comme les États-Unis, est totalement pauvre au point de vue de la culture populaire. Et inversement, un pays comme le Mali peut être très pauvre, on peut avoir très faim au Mali, mais du point de vue de la culture, on peut être très riche.
Je crois qu'il faut bien expliquer ça à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est ça que vous avez fait dans ce livre. Racontez-moi de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire. J'étais tombée amoureuse du Mali, j'admirais sa culture, son histoire, mais on pouvait le classer parmi les pays les moins avancés. Et en plus de ça, j'habitais Paris à l'époque. Quand je sortais de chez moi, que j'allais prendre le métro, tous les balayeurs, tous ceux qui vidaient les poubelles, les Parisiens, étaient des Maliens. Donc finalement, il y avait quand même un déclin dans ce pays entre ce qui m'avait tellement frappé et puis la réalité objective, si on peut dire qu'il y a une réalité objective. Donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette région pour que d'un passé que je sentais, que j'apercevais, dont j'avais une espèce d'intuition, qu'est-ce qui s'était passé entre ce passé-là et le présent qui était absolument dur. Donc j'ai essayé de raconter et j'ai cru trouver des raisons. La première raison, évidemment, l'esclavage, la traite, qui a imposé une sorte de saignée sur les forces de la région. Ensuite, l'arrivée de l'islam, qui a été très brutale, très sanglante dans la région. Et puis, tout cela préparant, bien sûr, l'arrivée des colonisateurs français, qui, quand ils sont rentrés, ont complètement détruit Ségou et l'ont transformé en une province partie de l'empire colonial français. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire. Très bien. Et vous avez même écrit une suite de ce grand livre de Ségou. Et vous avez écrit d'autres romans. Vous avez écrit des essais sur la littérature antillaise. Vous avez enseigné la littérature à Paris et en Californie. Vous avez vécu en France et en Afrique, en Guinée, en Sénégal et Côte d'Ivoire. Dites, pourquoi êtes-vous allé vivre en Afrique au début ? Oui, alors peut-être nous aurions peut-être pu commencer par là. Je suis allée vivre en Afrique parce que justement j'avais été élevée, comme l'histoire que nous avons racontée au début l'a prouvé, dans une espèce de mensonge qui me faisait croire que j'étais différente des Africains, que je n'avais rien de commun avec eux. Bon, et quand j'ai eu à peu près 18 ans, je me suis rebellée, pas moi seule. Beaucoup de ma génération nous sommes rebellés, nous avons dit mais c'est faux. Nous avons lu des écrivains, de grands écrivains antillais comme Aimé Césaire, qui nous avaient appris que en fait nous venions de l'Afrique. Et comme ça se passait dans les années 60, le début de la décolonisation de l'Afrique, le nom de Sékou Touré de la Guinée à la France, donc nous avons épousé des Africains, pas simplement parce qu'on les aimait, mais aussi parfois révolutionnaires, parfois la négritude que nous avions retrouvée. Et je suis partie en Afrique, donc au début des années 60. Mais il faut le dire, l'Afrique que nous avons trouvée, que j'ai trouvée, a d'abord été très difficile à comprendre parce que nous l'avions idéalisée, nous étions des petites bourgeoises assez naïves et nous allions là, je ne sais pas ce que nous cherchions, mais nous n'avons pas trouvé. Nous avons trouvé des pays avec des problèmes de pouvoir politique, des pays essayant de construire une indépendance, un socialisme, n'y arrivant pas, des pays avec la mainmise aussi du capitalisme et du colonialisme extérieur. Donc les premiers romans que j'ai écrits étaient des romans très différents de Ségou et assez pessimistes. Et c'est au fur et à mesure que je suis arrivée à une sorte d'apaisement et que Ségou marque peut-être, je crois, la fin de la mésentente avec l'Afrique et la profonde connaissance des malheurs de l'Afrique qui l'ont amené, hélas, à devenir ce qu'on appelle un continent sous-développé. C'est un peu ça, c'est un peu ce raccourci. Et vous vous êtes même marié avec un Africain? Oui, parce que très souvent, il arrive que pour manifester sa foi dans une chose, on épouse un homme qui symbolise la chose. On se croit révolutionnaire, on veut devenir africain, on épouse un Africain. Donc le mariage devient une sorte de symbole. On croit qu'en épousant un homme, on épouse une terre, on épouse une cause. Et voilà. Ça ne marchait pas. Non, ça ne peut pas marcher parce que là, on part sur des bases qui sont fausses. Ça ne marche pas. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte finalement, c'est le rapport avec le pays et le continent. Et ça dépasse évidemment le mariage de beaucoup. Bien sûr. Et maintenant, dans un mois, vous allez retourner à votre pays natal, en Guadeloupe. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a deux questions. Je retourne là-bas parce que justement, j'ai appris aussi quelque chose en Afrique, que l'Afrique était essentielle dans ma connaissance en tant que femme noire surtout,
Mais enfin, j'ai aussi appris que je ne suis pas une Africaine et qu'il y a des combats qui se mènent dans la région du monde à laquelle j'appartiens, auxquels peut-être il est temps de prendre part. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que, bon, un écrivain ne peut rien faire qu'écrire. Donc, je vais continuer à raconter mes histoires avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, mais enfin, tout ce que je ferai, c'est continuer à écrire. Dans quelle langue? Ça, c'est une question à laquelle je ne veux pas donner de réponse maintenant. Il y a un problème linguistique important aux Antilles. Nous avons le français, qui est une langue de colonisation, que nous avons terriblement intériorisé. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le français est devenu notre langue, aussi nous la parlons. Quand je dis nous, je pense aux gens qui vont à l'université, les gens des classes moyennes. Mais le peuple antillais ne parle pas français jusqu'à maintenant. Il parle quoi? Il parle créole. C'est C'est quoi ça? C'est une langue qui est née de la rencontre entre les langues africaines et les langues de colonisation. Alors on retrouve l'influence d'un peu de français, un peu d'espagnol, un peu de, je crois, beaucoup d'anglais, et puis la base, la syntaxe, qui est une syntaxe de langue africaine. Alors c'est la langue que les gens parlent. C'est une langue qui a servi à véhiculer la littérature orale, le conte, la devinette, la tradition, etc. Et nous nous demandons, pas moi seul, mais nous nous demandons, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi écrire dans cette langue-là pour que nos gens puissent comprendre ce que nous disons? Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui sont illettrés là-bas en Guadeloupe. Comment voulez-vous résoudre ce problème? Enfin, illettré, c'est pas tout à fait le mot, parce qu'en Haïti, par exemple, il y a 95% d'illettrés. Bon, mais en Guadeloupe et Martinique, qui sont quand même des départements français, tout le monde va à l'école. Seulement, ce qui se produit, c'est qu'après un certain temps, quand les gens ont quitté l'école, les difficultés de la vie font qu'ils ne lisent plus. Ils se détachent complètement de la lecture, ils reviennent à une sorte de forme d'analphabétisme. Et en plus de ça, comme tous les médias, les journaux sont en français, ils ne se sentent pas concernés par ce discours que tiennent les médias. Donc le problème, c'est arriver d'abord à les alphabétiser en créole. Ça, c'est des entreprises qui sont commencées, mais qui sont très sporadiques. Et puis ensuite, leur fournir en créole des aliments de divertissement, des aliments de réflexion, des aliments d'information, les faire passer, si vous voulez, d'une tradition orale qui s'étiole d'ailleurs à un vécu transcrit dans leur langue. Et ça, c'est un travail terrible, un travail à la fois politique et culturel. Et je serai simplement une parmi beaucoup de gens qui vont essayer de le mener à bien. Est-ce que ça veut dire que c'est un mouvement culturel en ce moment en c'est surtout un mouvement politique. Il faut dire la vérité, ce sont les partis politiques en faveur de l'indépendance des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique, qui ont posé le problème du créole. C'est un mouvement politique. Bon, mais nous, les écrivains, nous ne sommes pas des militants. Il ne faut pas prétendre que nous allons nous battre le fusil à la main. Non, tout ce que nous pouvons faire, c'est collaborer sur le plan culturel à ce grand mouvement politique. Alors, je crois que ce sera peut-être à nous à trouver la façon de communiquer en créole avec le peuple et de l'informer de ce que nous avons peut-être l'intention de faire ensemble. En ce moment-là, est-ce que l'écriture peut être dangereuse? Oui, c'est-à-dire, là, vous me posez une question très délicate, parce que je n'appartiens pas à la catégorie des écrivains qui se prennent très au sérieux et qui s'imaginent que parce qu'ils ont écrit un petit roman ou une pièce de théâtre, ils vont changer le monde. Je n'appartiens pas du tout à cette catégorie. Je crois que surtout dans des pays comme les nôtres, où l'écriture est un luxe petit bourgeois, les gens qui nous lisent sont notre livre est traduit en norvégien, oui d'accord, mais notre livre n'est pas lu, peut-être par nos paysans et par nos gens. Donc je suis convaincue de la limite de l'écriture. Mais il est certain qu'on peut imaginer des formes de communication qui soient des formes de communication assez directes. Et à ce moment-là... Quelle forme? Ça, vraiment, vous me posez une question peut-être à laquelle je ne peux pas absolument répondre. Parce que tout ça, c'est quelque chose que nous allons décider collectivement. Je crois que je vous ai dit que pour un Antillais, le problème du « je », moi, je, ne se pose pas. Nous essayons toujours de nous penser comme partie d'une collectivité.
Alors si je vous disais maintenant quelle forme, je serais, je crois, un peu ambitieuse, parce qu'il faut que je sois avec mes amis, écrivains ou non écrivains, et que nous discutions un peu de ces formes-là. C'est un peu un point d'interrogation. Mhm. Euh, je voudrais demander pour qui vous écrivez. Quels sont vos lecteurs ou vos lectrices? Oui, alors ça, je crois que ça rejoint la question de Oui, tout à l'heure. oui. Ça se tient. Bon, vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Quand je rentre à la Guadeloupe, par exemple, il y a des membres de ma famille qui sont vivant à la campagne, dans des petits villages, etc. Je vais les voir et je leur montre ces goûts que j'ai écrits. Et ils sont très contents parce qu'ils regardent la couverture, ils disent que la couverture est belle, et puis ils mettent le livre sur une étagère et ils ne le touchent pas. Ça devient une espèce d'objet fétiche. C'est Maryse qui a écrit ça, on est content. Bon. Finalement, qui nous lit? Vous nous lisez. Les classes moyennes, les gens curieux des pays européens, l'Amérique, où il y a quand même pas mal de gens concernés, voilà où on nous lit. Mais chez nous, on ne nous lit pas. Alors, vous voyez, c'est une question terrible à laquelle il faut que j'essaie de répondre. Il faut que les gens chez moi me lisent. Donc, ça nous renvoie à la question précédente. Il faut trouver d'autres formes de communication, d'autres langues peut-être, pour être en contact aussi, et que nous puissions dire que Sego est un best-seller aux Antilles. C'est important aussi qu'il soit un best-seller aux Antilles et pas simplement en France et peut-être en Norvège. Est-ce que vous croyez que ça serait possible de traduire ces goûts en créole? Oui, des jeunes garçons antillais ont pris des passages de ces goûts, certains passages qu'ils ont aimés, et ils ont traduit en créole avec un accompagnement de musique, de flûte. Et ils ont représenté ça l'an dernier quand je suis allée là en décembre, et c'était très beau. Mais évidemment, c'était des passages. Traduire 500 pages en créole, alors c'est un travail énorme. On n'a pas encore osé le faire. Mais peut-être.